Bonjour, je suis à Paris dans le 13e arrondissement, dans l'école du mouvement Pro. Je participe à un stage de pédagogie perceptive et gymnastique sensorielle organisé par Guy Temoller et Frédéric Pancaldi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me dire un petit mot de l'école du mouvement Pro? L'école du mouvement Pro, il est né suite à nos expériences, accumulation de connaissances depuis à peu près 20 ans. Et en tout cas, moi je me suis spécialisée dans la gymnastique sensorielle et je trouve qu'il y a un trésor à transmettre, qui a des multiples applications. Ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé. C'est la première année. D'accord. Okay. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce qu'est la gymnastique sensorielle, qui est associée également à la pédagogie perceptive? Alors, la gymnastique sensorielle, c'est une des branches de la pédagogie perceptive. La pédagogie perceptive, ça regroupe un certain nombre de compétences qui, a priori, peuvent paraître un peu parallèles, mais qui, dans notre démarche, en tout cas dans notre projet, visent à accompagner la personne avec différents outils qu'on met au service de son besoin du moment. Donc la gymnastique sensorielle est un de ces outils qui représente la partie gestuelle et mise en action de la personne, en complément de la partie thérapie manuelle qui est plus quelque chose qu'on reçoit, entre guillemets, plus passivement. D'accord. Il y a également un mot qui revient souvent quand on a cette formation, c'est le mouvement. Alors le mouvement, c'est une question un peu large, mais est-ce que vous pouvez nous en donner quelques notions, en tout cas les notions qui sont rattachées à l'approche gymnastique sensorielle? Le mouvement, je commence. Le mouvement, c'est vraiment le cœur de la méthode. C'est vraiment ce qu'on cherche à atteindre de différentes façons. Il y a le mouvement le plus évident qui est la remise en mouvement du corps, qui bien souvent dans notre société est devenu un corps soit mis en mouvement sur un mode extrêmement gymnique et sportif, où le corps est un peu poussé, soit est un peu le parent pauvre et subit un peu la domination de l'esprit. Ouais. C'est la tête qui décide, le corps qui suit. Et comment on peut retrouver une espèce d'équilibre entre un corps qui est effectivement un organe qui permet d'exécuter des choses, de faire des choses dans le monde, mais aussi un corps qu'on peut réapprendre à vivre, à habiter, à vivre avec son corps et depuis son corps, et pas seulement à transporter le corps d'un endroit à un autre. Ouais. C'est un des aspects qu'on explore. Et puis ensuite, il y a un autre type de mouvement qui, lui, est plus discret. C'est un mouvement qui serait de l'ordre d'une animation interne. On appelait ça chez nous le mouvement interne, qui est un ressenti profond d'un déplacement, d'un mouvement à l'intérieur du corps, et qui donne accès à une forme de ressenti de soi, ou de reconnexion avec soi, qui fait beaucoup de bien à la personne, qui permet de retrouver une espèce d'ancrage, de stabilité et de bien-être, on peut l'assumer cette chose-là, de bien-être profond. Il y a aussi souvent dans cette formation, retrouver un plaisir dans le mouvement qu'on peut transmettre justement dans une formation, dans des ateliers de gymnastique sensorielle. Ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Ouais. Il y a également une phrase qui m'a interpellé pendant la formation, c'est, je vous la cite, c'est « La perception est un acte cognitif ». Donc cette petite phrase, elle implique beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu C'est vrai que c'est un petit peu excusez-moi. C'est un petit peu un paradoxe dans la formulation, où souvent on sépare le monde perceptif et le monde cognitif, c'est-à-dire le monde de la pensée, et la perception qui serait le monde du corps. Et on a vraiment cette intention-là et ce désir-là de rapprocher ces deux mondes dans notre démarche. Il n'y a pas de fatalité à séparer le monde du corps et le monde de la pensée. Les neurosciences le montrent de plus en plus, que l'interaction entre le corps et la pensée, c'est permanent, c'est des flux permanents qui circulent. Et donc c'est pas seulement sur le plan neurologique, mais c'est sur le plan aussi du rapport à soi. Et on peut être autant présent à son corps qu'à sa pensée. On peut être autant en lien avec sa pensée et les effets sur le corps qu'avec son corps et les effets du corps sur la pensée, les états du corps. Comment les états du corps viennent influencer les états de pensée réciproquement. On est vraiment dans cette dynamique-là
de recréer des ponts entre le corps, le monde de la perception, et la pensée, le monde de la cognition et de la réflexion. Et puis sur un deuxième plan, c'est que la perception en tant que telle est un acte cognitif. C'est-à-dire c'est pas seulement le monde du corps, c'est comment la perception est un acte sur le plan neurologique, c'est les centres supérieurs, hein, c'est vraiment géré par un ensemble de terminaisons de centres cognitifs, de centres cérébraux, et qui implique le cerveau dans sa globalité. Il y a des aires spécialisées, mais il y a aussi, c'est lié à la mémoire, c'est lié à l'anticipation, c'est lié au vécu très, très global pour la personne. D'ailleurs, peut-être pour illustrer cette notion, cette idée-là, il y a la notion d'espace, et Guy, tu nous as, dans les mouvements de gymnastique que tu nous as montré, à un moment donné, tu nous as fait dessiner des formes dans l'espace pour exprimer justement cet espace réel, cet espace subjectif qu'on peut créer de manière justement cognitive. Que tu veux nous développer un peu plus cette idée justement d'espace qu'on se crée soi-même? C'est-à-dire, c'est plutôt, on a 3 espaces corporels que soit souvent on habite ou on n'habite pas. Ouais. On a un espace interne du corps qui est en lien avec les organes, la proprioception, les sens. Et puis on a un espace qui est péricorporel, qui est plutôt l'espace entre nous et nous. Et c'est souvent aussi le lieu de communication, de relation, un espace. Et puis il y a un espace qui est extracorporel. C'est-à-dire soit c'est perçu dans une amplitude subjective, où on sent que son espace, une amplitude qui continue, sans déplacement, ou on se déplace pour aller dans cette amplitude extracorporelle. Et c'est dans les consignes une façon d'amener la personne à habiter ces différents espaces corporels qu'à un moment donné, il n'y a plus de différence entre les 3. Souvent, il y a des personnes qui ont plus une affinité avec un espace et un autre espace, mais c'est comme ça crée une absence de présence à soi-même dans les espaces où on n'est pas. C'est-à-dire une potentialité d'être. Et c'est aussi la façon, si on veut dire, on crée cet espace, c'est à travers des protocoles qui aident à rentrer en lien avec des schèmes infinitifs qui vont ensemble dans le mouvement, qui fait tout doucement commence à habiter son espace interne, péricorporel et extracorporel. Et l'information de cet espace où on sent qu'on l'habite, ça naît dans les tissus. Ce mouvement interne s'exprime très lentement dans les tissus, on suit ça dans le mouvement. Et puis au fur et à mesure, on commence à travers des postures et le mouvement à habiter mieux ces espaces corporels. Ouais, c'est vraiment ça en tout cas que j'ai pu expérimenter, c'est être capable d'être en connexion intérieure pour sentir ce mouvement-là qui va déclencher un mouvement plus grand et plus visible à l'extérieur. Et d'ailleurs justement on a fait un petit rappel anatomique pour un peu expliquer tout ça aux participants de ce stage-là. La question que je me posais, est-ce qu'il y a un besoin de connaissances anatomiques qui soit spécifique à la compréhension de cette gymnastique sensorielle? Et est-ce que par exemple c'est plus une anatomie fonctionnelle plutôt qu'analytique, ou est-ce que ce sera encore autre chose? On n'entrera pas dans des détails, après c'est libre à chacun d'aller fouiller, mais on n'entrera pas dans la formation à proprement parler, dans des détails très très précis. Par contre, la connaissance anatomique est essentielle pour le ressenti du corps, avoir des repères. C'est pas le corps tel qu'on l'envisage, c'est pas un corps flou, indifférencié. C'est bien de connaître où sont les os, les muscles, les fascias, toutes ces composantes du corps qui enrichissent à un moment donné la perception qu'on a de soi. C'est pas seulement la connaissance pour la connaissance, mais c'est à un moment donné comment la connaissance vient nourrir la perception et la conscience de soi, notamment la conscience corporelle. La conscience corporelle, c'est quelque chose qui commence à être bien identifié. On parle de schéma corporel, de perception du mouvement dans les méthodes d'éducation somatique. Et là, c'est vraiment ce qu'on vit. On ne voyage pas à vide, on ne transporte pas un corps indifférencié d'un endroit à un autre. D'ailleurs, quand il y a des séquences de mouvements guidés, pour les initiés, on indique de commencer avec une flexion de cheville, ensuite ça va être un tibia qui va avancer ou reculer, ensuite ça va être un genou, ensuite ça va être le
bassin, donc on passe en effet de structure osseuse, musculaire, articulaire. C'est ça. Et en fait, on peut avoir des guidages extrêmement précis sur des détails anatomiques, et puis des guidages qui emmènent la communauté articulaire de façon plus globale dans des mouvements aussi. On alterne le précis, le local, avec des composants plus globales, voire même la totalité du corps. D'ailleurs, pour prolonger cet besoin d'anatomie, il y a eu un temps de palpation et de mobilisation des fascias pendant le stage de formation. Je voulais savoir comment on arrive à organiser cette connexion entre un atelier de gymnastique sensorielle où on a des mouvements qui sont indiqués que les gens suivent, et ensuite comment on peut proposer une approche palpatoire thérapeutique. Comment on connecte ces deux temps d'apprentissage ou de thérapie. D'une part, c'est une médiation du toucher. Ça crée un éveil aussi de ces chaînes d'affinité du mouvement qui est dans le corps, qui permet d'installer une cohérence déjà allongée où la personne ne le fait pas. D'accord. Et c'est puis après, quand ça commence à être plus pressant en elle, les tissus, c'est-à-dire plus liés, qu'il y a plus de glissement entre les uns et les autres, là aussi on gagne en espace dans soi et assise. Après, il y a tout un travail assise qui aide à bouger dans la même lenteur qu'on sent dans les tissus, qui est veillé dans la relation d'aide manuelle, qui permet de se mettre en mouvement à partir de cette information tissulaire interne. D'accord. Quand on relie le monde interne avec le geste qui nous montre dans le monde. C'est une préparation un peu d'abord passive. On indique à la personne où sont ses tissus, quelle est cette mobilité de fascia qui est souvent pas très bien entendue, écoutée, absente dans notre quotidien. Ensuite, sur une chaise, quelques directions, et ensuite debout, on rentre dans un mouvement plus global. C'est progressif. Et donc ce lien entre le toucher et la gestuelle, c'est à double sens. On peut partir du toucher pour aller vers la gestuelle, mais on peut aussi partir de la gestuelle vers le toucher. D'accord. Là, en quelque sorte, on propose une gestuelle guidée, évidemment, au début, et on peut observer quelles sont les limitations de la gestuelle. S'il faut les bloquer, s'il y a des retenues ou des manques de conscience de certaines parties du corps, et proposer un toucher ensuite au service de ce manque ou de cette absence, et puis refaire la gestuelle ensuite en bilan pour voir s'il y a une évolution ou pas de la conscience ou de la mobilité corporelle. D'accord. Et alors on l'a évoqué, pour avoir cette conscience corporelle et sentir ce mouvement interne dans le mouvement, le maître mot c'est la lenteur. Donc voilà, c'est trouver le déclencheur d'une part du mouvement et la lenteur ensuite. Alors souvent quand on voit les exercices codifiés qui sont proposés en gymnastique sensorielle, on a souvent l'impression de voir du tai chi, en tout cas quelque chose qui s'apparente. Comment vous pouvez nous expliquer la différence? Toutes les deux en commun, c'est-à-dire qu'on bouge lentement, comme tu dis, c'est la première chose qui évoque, on croit que c'est le tai chi, c'est ça qui est le plus connu. Le travail de la gymnastique sensorielle, c'est une étude de l'humain, le corps humain en mouvement, et comment est-ce qu'il s'articule avec cette information interne tissulaire, et comment est-ce que ça s'exprime dans les articulations. Où le tai chi, c'est aussi une technique orientale, et c'est des terminologies génoises aussi, et c'est plutôt des postures, ont des nominations des animaux, et c'est des états plutôt de l'animal qu'on cherche ou qu'on imite, ou cet état qui vient. Et en tout cas, quand je regarde aussi le tai chi, j'ai l'impression que c'est la nature qui bouge, comme si ça bouge avec les arbres. Et il y a aussi tout un travail en lien avec les énergies. La posture est différemment que dans la gymnastique sensorielle. D'accord. C'est plus une imitation de nature, alors que dans la gymnastique sensorielle et des animaux, on va être plus dans l'expression de soi, dans soi interne. Ouais, c'est ça. Et aussi, tai chi, c'est aussi un art martial. C'est aussi une qualité de méditation aussi. Il a plusieurs aspects aussi.
Et là aussi, il y a plein de connaissances dedans, c'est difficile à dire tout. Mais là, c'est plutôt l'être humain en mouvement avec sa résonance. Comment est-ce qu'on peut être touché par soi en mouvement et apprendre de soi? D'accord, c'est clair. Alors, une question aussi qui nous vient à l'esprit, c'est que la génétique sensorielle, alors nous, à l'Ostopathe Magazine, on s'y est intéressé parce qu'on a rencontré Danny Bois, qui est donc le créateur de cette méthode-là, qui a également étudié les fascias et proposé une méthode de traitement des fascias, la méthode Danny Bois d'ailleurs, qui porte son nom. Mais à part des gens initiés, on est obligé de reconnaître que ce n'est pas très connu du grand public, la génétique sensorielle. Alors, vous, par rapport, parce que ici vous aimez également des stages pour le grand public, alors quel est votre ressenti par rapport à ça? Quelle est la présence dans le grand public, également chez les médecins, les kinés en rééducation, etc. Comment c'est proposé, comment c'est connu des professionnels de santé? Une part, il y a dans le cabinet, j'ai l'impression, c'est plus, en tout cas pour ma part, bouge à l'oreille. Après, ça dépend, j'ai un collègue aussi où c'est les médecins qui l'envoient des personnes. Mais c'est souvent des gens qui sont en recherche d'un mieux-être corporel et psychiquement et qui sont arrivés au bout de leur fonctionnement et n'arrivent plus à trouver une solution. Et puis, on a des collègues qui travaillent dans des institutions, on a des collègues qui travaillent dans des EHPAD, et aussi avec des personnes âgées. Et j'ai l'impression que ça commence à se propager, cette connaissance qu'on peut apporter dans les différents domaines. Il faut dire que c'est jeune, la génétique sensorielle, ça a une vingtaine d'années, c'est ça? C'est ça, à peu près. Et puis, un des défis qui est porté par la génétique sensorielle, c'est qu'on essaye de faire un pont entre la pratique du corps à proprement parler, qui nous ancre un peu, enfin beaucoup dans les pratiques d'éducation somatique, aux côtés de nombreuses méthodes qui se centrent sur l'écoute du corps et la mise en mouvement douce du corps, et puis une pratique réflexive. On ne se contente pas de faire une expérience du corps, mais on essaye de réfléchir à partir de l'expérience du corps. Donc ça met du temps pour expliquer que cette chose-là, elle peut avoir une légitimité dans des accompagnements qui souvent séparent les choses. Soit on pratique le corps, soit on fait une réflexion sur la pensée ou le psychisme. Et les deux sont rarement mis ensemble. Même si je trouve que ces dernières années, les ponts se font de plus en plus nombreux. On s'inscrit de façon assez déterminée dans ce courant-là de rapprochement de ces deux dynamiques. Et donc du coup, il y a on s'inscrit dans des réseaux, quoi. Et ça se construit progressivement. C'est une méthode jeune, c'est pas anormal que ça puisse mettre plusieurs dizaines d'années pour apparaître de façon plus conséquente. Et puis après, c'est comment ça se diffuse dans le grand public. Ça, c'est un peu le mystère, pour à un moment donné, quelqu'un c'est ça. Choisit cette méthode-là. Parce que l'offre de pratique du corps est assez de plus en plus grande. Incroyable maintenant. C'est un bon signe d'ailleurs, moi je trouve. Après, c'est comment exister parmi toutes ces pratiques. Alors, offrir ce qu'on a à offrir. Il y a également une chose qu'on n'a pas vue pendant ce séminaire-là, mais qui est proposée dans les prochaines formations, c'est l'expressivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Une part, cette notion qu'on parle d'expressivité, c'est en lien avec la notion d'authenticité. C'est-à-dire, il y a une formation qui naît du corps, du tissu. Et comment est-ce qu'on prend forme depuis cette information et comment est-ce qu'on se laisse résonner par ce qui émerge aussi. Et c'est aussi de capter l'information qui se donne dans l'instant et les transmettre tout de suite. Le passage de son intériorité intime qui commence à apparaître vers l'extérieur. Et aussi, là déjà aussi, il y a une circulation d'informations aussi qui prend forme. Et c'est aussi ça qui m'a amené au départ à la méthode. En tant que danseuse, en recherche c'est comme si j'ai voulu l'information qui était vraiment juste pour moi, que c'était, oui, là c'est l'expression qui vient d'une organicité, quelque chose qui est organique dans le corps. Et auquel en fait je réalisais après, le mental aussi peut se relâcher pour
c'est laisser explorer des nouvelles choses, mais qui viennent d'un lieu unifié dans soi. Au final, quand même, cette méthode de gymnastique sensorielle et de pédagogie perceptive, enfin, filière, branche, la pédagogie perceptive, ça contribue aux personnes à se trouver elles-mêmes et quelque part à prendre une indépendance, une autonomie, en ayant une expression qui soit cohérente avec eux-mêmes. Voilà, c'est même assez inhérent au processus d'accompagnement. C'est-à-dire depuis la posture, par exemple si on fait ce parcours-là, depuis la posture allongée en thérapie manuelle, où là on est vraiment sous les mains de l'accompagnant, et puis progressivement la mise en mouvement, allongé, assis, debout, et puis l'autonomisation progressive de la sphère perceptive. J'ai plus besoin du support de l'autre pour accéder à la formation qui existe dans moi. C'est un apprentissage, c'est pour ça qu'on a appelé ça pédagogie perceptive. Il y a vraiment un processus d'apprentissage, d'éducation perceptive, pour pouvoir aller progressivement vers une autonomisation de cette information qui fait pleinement partie de la vie humaine, mais qui est parfois un peu oubliée au profit d'un monde réflexif ou autre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup pour ça.